C'est bon. Okay. Bonjour. Du coup, je me présente. Moi, c'est Nicolas Correa-Vittorino. Je travaille pour l'entreprise CrowdStrike, donc, dans la team Art. Donc, cette team, c'est Advanced Research Team. On est une team assez petite, hein, juste de 9 personnes. On fait plusieurs choses. On fait surtout de la recherche de vulnérabilité. On fait de l'analyse de Zero Day, One Day. On fait aussi du développement interne sur notre honeypot. Et on fait aussi beaucoup de support technique pour les autres équipes en fait, de CrowdStrike. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Windows, du composant CLFS. Donc on va commencer par une introduction. Donc dans notre introduction, en fait, on va se demander pourquoi je vous parle en fait de ce composant-là. Et on va parler du format de fichier BLF. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les vulnérabilités, en fait, elles sont déclenchées par la malformation de ce format de fichier. Donc c'est important de savoir comment ce format de fichier fonctionne pour comprendre les vulnérabilités. Ensuite, je vais continuer en fait par une analyse technique de deux codes d'exploits différents. Ensuite, on va répondre à la question qui utilise en fait ces exploits et pourquoi en fait, qu'est-ce qu'ils font de ces exploits, et la situation actuelle en fait en 2023. Ok. Donc pourquoi ça nous intéresse ce composant CLFS? En fait, si on regarde, on fait une timeline en fait de toute l'année 2022. De toutes les vulnérabilités en fait, qui ont été patchées par Microsoft, on voit que les vulnérabilités liées à CLFS, il y en a quand même pas mal. Vous pouvez voir ici, il y en a 4, 6, 7, 8, 9, il y en a 12. Donc c'est quand même assez conséquent. Et donc depuis janvier 2022 jusqu'à septembre 2022, sur toute l'année. Et il y en a 2 en fait, qui ont été reportés par nous-mêmes, en fait, par CrowdStrike. Donc c'est sur ces 2-là justement qu'on a reporté que je vais détailler l'analyse. Alors, CLFS, qu'est-ce que c'est? C'est un service de journalisation qui existe depuis déjà 20 ans, qui a été introduit sur Windows 2003. Toutes les fonctionnalités sont implémentées dans un driver kernel qui s'appelle CLFS.6. Et en fait, la majorité de ces fonctionnalités sont exposées à l'userland depuis une driver CLFS W32.dll. Donc la DLL communique avec le driver via des IOCTL. Un log CLFS, donc ça consiste en plusieurs choses. Donc ça consiste en un ou plusieurs fichiers conteneurs. Donc les fichiers conteneurs, en fait, c'est ce qui va contenir les logs de transactions. Et le BLF lui-même, en fait, ça va contenir des métadonnées, en fait, qui vont être utiles pour l'accès à ces données de journalisation. Donc là, je vous ai mis un snippet vraiment minimal en fait pour comment faire pour créer un BLF par défaut. Donc là, vous voyez, on utilise l'API, la fonction de l'API create log file. Donc ça s'utilise, c'est à peu près les mêmes arguments que create file, sauf que le premier argument, en fait, faut pas oublier de mettre en préfixe log de points. Et ici, ce qui va se passer, en fait, c'est que le kernel, en fait, va créer et écrire sur le disque un fichier .blf avec des valeurs par défaut. Donc on va regarder maintenant le format en particulier. Donc le fichier BLF, c'est composé en fait de 6 blocs de métadonnées. Donc en gros, il y a 3 blocs importants, le control block, base block et truncate block. Et on a aussi des blocs shadow, mais en fait les blocs shadow, c'est pas très important pour nous. En fait, c'est juste, elles sont initialisées à 0 sur le disque, et en fait, en kernel, c'est juste des copies en fait du bloc précédent pour pouvoir les restore si jamais il y a des soucis. Donc, si on prend en fait le fichier BLF qui a été généré par le snippet de code précédent et on l'ouvre par exemple sur 0.10 éditeur avec un template qui va bien pour pouvoir parser plus facilement le fichier. On voit en fait tous nos blocs de données ici, et en fait chaque metadata block en fait est précédé d'un même header, d'un même en-tête qui s'appelle le record header. Donc là, je vais mettre un peu le focus sur cette en-tête là. Donc il y aura quelques champs qui vont nous intéresser ici. Donc le total sector count, donc combien de secteurs en fait pour le bloc. Donc vous voyez ici qu'il y a 2 secteurs. Un secteur, ça fait 512 octets, donc là, si on regarde le total, en fait, on voit que le premier bloc fait 1024 octets, donc c'est cohérent. On a un checksum. Donc en fait, un fichier BLF, au final, vous pouvez le modifier avec des appels d'API classiques, create file, write file, mais il ne faut pas oublier en fait
de recalculer le checksum qui est un CRC32, parce que sinon, en fait, au moment du parsing en kernel, vous allez vous faire jeter. On a un record offset, donc ça c'est juste un offset vers le bloc, en fait, vers le record. Et un champ qui va bien nous intéresser, c'est le signature offset. Donc ce champ-là, en fait, c'est un offset par rapport au début du bloc. Et on va voir, et en fait, ce champ-là va être mis à jour, enfin va être utilisé lors de l'encoding des blocs. Donc en fait, en kernel, avant que le fichier BLF il est sauvegardé sur le disque, chaque bloc est encodé. Donc il y a une fonction qui est faite pour ça dans CLFS.6 qui s'appelle CLFS encode bloc. Et ce qu'il va faire en fait, c'est que les 2 derniers bytes de chaque secteur, en fait, il y a une signature qui va être écrite de 2 octets qui consiste en fait un type de bloc de secteur et un numéro de séquence. Et les 2 octets en fait qui ont été écrasés vont être sauvegardés dans un tableau de signature. Et ce tableau de signature, en fait, on trouve l'endroit via l'offset vers ce champ-là. Donc là, par exemple, dans notre exemple, si on regarde ce qu'il y a à la fin après l'encodage, à la fin du premier secteur, on voit bien 2 bytes là, un byte pour dire que c'est le début du secteur, un numéro de séquence 1. Voilà. Donc maintenant, on regarde le prochain bloc, donc le control bloc. Donc le control bloc, en fait, ça va être surtout utile pour nous et pour le kernel, en fait, de pouvoir parser le reste du fichier, parce qu'en fait, on voit la description de chacun des blocs. Donc dans la description de chacun des blocs, vous avez l'offset, où commence le bloc, le type de bloc, la taille du bloc. Ce champ-là, PAB-image, en fait, il va être utilisé uniquement en kernel. Ça va être un pointeur vers l'image copiée en kernel. Et ensuite, le dernier bloc qui va nous intéresser, c'est le base block. Donc dans ce base block, vous avez plusieurs champs. Vous avez un champ active container. Donc, je vous avais déjà dit ce que c'était un conteneur. Donc là, par défaut, en fait, il n'y a pas de conteneur qui est associé à ce log-là. Donc, c'est à 0. On a toujours un client de base. Donc, un client, c'est une entité qui va pouvoir utiliser en fait, ces logs de transaction. Et on a 2 tableaux, en fait, RG client et RG container. Donc, ces tableaux-là, en fait, vont contenir des offsets vers un contexte, container contexte ou client contexte, en fait, ça dépend. Donc, si on a des clients ou des containers. Donc un conteneur, pour ajouter un conteneur, en fait, il y a une fonction de l'API qui va être utile, qui s'appelle addLogContainer. Donc si on reprend le même snippet précédent, mais en fait juste en rajoutant quelques lignes, là on peut rajouter un log container avec cette fonction. Donc un container qui va faire 512 octets. Et donc là, en fait, ce qui va se passer en kernel, c'est que le fichier BLF va être modifié en fait pour ajouter les métadonnées vers ce container, et il y a un fichier .containerart là dans ce cas-là qui va être créé sur le disque, un fichier de 512 octets vide. Donc si on retourne vers notre base block mise à jour après l'ajout du container, on voit bien qu'il y a le champ active container qui a 1, et on a une entrée en fait dans le tableau RG container, donc on a un offset qui va pointer vers un container contexte. Donc, si vous faites 0x1460 plus le débit du bloc, en fait, vous tombez bien sur un CD0, donc le container contexte. Donc ici, là, on retrouve la taille de nos conteneurs, et en fait, le pointeur qui va nous intéresser, qui va être en fait, exploité en fait, pendant toute l'année 2022 et 2023, c'est le pcontainer. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous créez un conteneur, il y a un objet CLFS container qui va être créé en kernel, et en fait l'adresse de cet objet va être copiée ici en fait, pcontainer. Donc toutes les vulnérabilités en fait corront ce pointeur en fait. Et dans cet objet là en fait le premier champ c'est une vtable, et donc en gros dans toutes les vulnérabilités en fait il y a un objet, un fake objet container qui est créé en userland avec une fake vtable pour pouvoir appeler des fonctions arbitraires. Avant chaque objet contexte, donc container contexte ou client contexte, si vous faites moins 0x30, en fait, c'est toujours précédé de cette structure-là. Et cette structure-là, en fait, ça va être des métadonnées vers le nom d'un symbole, enfin vers les symboles. Donc là, si vous regardez à cbSymName, c'est un offset. Et si on regarde ce qui se passe, en fait, c'est juste le chemin physique vers le conteneur. Donc voilà, ça c'est la fin, des trucs un peu chiants. Donc maintenant, on va commencer à
à détailler en fait le premier code d'exploit. Donc déjà, comment on l'a trouvé en fait cet exploit? En fait, cet exploit a touché un de nos clients, mais notre super EDR CrowdStrike Falcon l'a bloqué. Et en fait, on avait fait pas mal de règles Yara super génériques en fait, sur ce qu'on trouve souvent dans des exploits en fait. Donc là, c'est sur les pipe attributes en fait utilisés en primitive read write. Et en fait, elle a tapé justement sur ces samples là. Et en fait, sample, on l'a lancé sur une sur une machine Windows totalement mise à jour. Et en fait, on a vu que ça marchait. En fait, il y a un invité de commande qui popait en système. Et moi, à la base, en fait, je connaissais rien du tout à CLFS, en fait, et du coup, je me suis intéressé à ce composant-là, et j'ai pas mal reversé l'exploit et aussi le driver pour comprendre comment ça marchait. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, la première vulnérabilité, en fait, c'est un bug logique qui a été exploité dans le driver, et en fait, le problème, c'est un manque de vérification sur le champ signature offset. Donc, comment ça marche? En fait, il y a un fichier BLF qui est craft à la main avec des valeurs arbitraires. Donc il y a deux containers contexte qui sont créés. En fait, il y a deux offsets qui sont insérés manuellement en fait, dans le tableau RG Containers. On va les appeler container context 1 et container context 2 pour les deux containers contexte. Ça on verra plus tard, mais il y a un membre en fait, qui est set à -1 pour le deuxième objet. Et le champ signature offset, il est mis à 0x1600. Et en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que du coup, le tableau de signature en fait, va overlaps avec le deuxième container contexte. Donc du coup, pendant l'opération d'encodage du bloc, en fait, on va pouvoir réécrire le container contexte avec des valeurs arbitraires. Donc là, un petit schéma. Donc là, si vous voyez le container contexte, le deuxième là, il est là, il commence à 1E02. Et si on fait le calcul, en fait, le signature offset, si on met 1600 plus 800 là, on arrive à 1E00, donc 2 octets au-dessus du container contexte. Donc, comment exploiter ça? Le début, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'avant le codage, on va splitter l'adresse d'un faux objet container en userland à la fin, sur les deux derniers bytes en fait, de chaque secteur. Comme ça, en fait, quand il y aura l'opération d'encodage, en fait, ces données-là vont être copiées dans le signature array. Pour trigger la vulnérabilité, en fait, vous faites une request de l'handle du fichier BLF. Et en gros, en kernel, ce qui va se passer, c'est que ça va initialiser, en fait, ça va allouer de la mémoire, en fait, pour les blocs en kernel, parser chaque bloc, et charger les conteneurs qui sont associés avec les fichiers de log. Donc la fonction qui permet de charger le conteneur, c'est load container queue. Donc tout ça, hein, c'est dans le driver CLFS. Donc en gros, cette fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va parser en fait le tableau RG containers pour regarder chaque offset. Et en fait, pour chaque offset, si l'offset n'est pas 0 et que le CID queue du conteneur context n'est pas à -1, il y a un objet CSLFS container qui va être créé en kernel et son adresse va être copiée dans le champ pcontainer du container context. Sinon, en fait, le pcontainer il est mis à 0 et il n'y a pas d'objet qui est créé en kernel. Donc là, on voit justement dans la capture IDA, là, que justement si ce champ est -1, en fait, pcontainer est 0 et on force la fonction remove container à être appelée. Et c'est ce qui se passe en fait dans cet exploit-là. Donc la fonction, au moment de la fonction remove container, donc l'état actuel, c'est que le premier container context, il a le champ pcontainer qui a une adresse valide d'un container en kernel, et le deuxième objet a le champ pcontainer qui est à 0. Donc en fait, la fonction remove container, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va supprimer toutes les références de metadata dans le BLF vers ce container contexte. Donc le champ CB offset de la structure HSIM il est mis à 0 et l'entrée dans le tableau RG containers est aussi mis à 0. Donc ces champs en fait ils doivent être flush. Pour ça il y a une fonction qui s'appelle flush image qui va appeler une fonction write metadata block et c'est cette fonction qui va être intéressante. Donc on va regarder un peu en détail comment ça marche. Je ne sais pas si on voit bien ici. Ouais, ça. Okay. On voit par contre je vois pas bien. Donc pour la première partie en fait la fonction acquire container context, en fait, elle va juste parser le tableau RG containers et pour chaque
offset valide, en fait, on va récupérer du coup la structure container context. Ensuite, on va sauvegarder en fait le pointeur, le pcontainer, qui normalement pointe vers un objet valide. Je ne sais pas si on voit ici. Ici, à cet endroit-là. Ensuite, on encode le bloc et on restaure en fait la valeur pcontainer avec la valeur qui avait été sauvegardée précédemment. Sauf que dans le container context 2, vu que l'entrée du RG containers il est à 0, en fait on ne va pas entrer dans cette boucle-là et en fait on ne va rien sauvegarder. En fait. On va sauvegarder la valeur 0. Donc du coup, en fait, quand on va encoder le bloc, les données, l'adresse de l'objet en userland qu'on avait splitté à la fin de chaque secteur là, vont être copiées dans le champ pcontainer. Donc à la fin de la fonction encode-bloc, pcontainer va contenir en fait l'adresse de l'objet en userland. Et en fait, le truc qui est cool, c'est qu'après le encode-bloc, là, on ne va pas rentrer dans ce bloc ici, parce que tout simplement, en fait, la valeur qui est sauvegardée ici, là, elle est mise à 0. Donc on ne rentre pas ici, donc pcontainer n'est pas écrasé. C'est un peu ce que j'ai expliqué ici. Et le truc qui est cool, c'est que après la fonction flushImage, en fait, on voit que le container ici, donc ici, dans notre cas, il pointe vers un objet en userland, donc il est récupéré ici. Et en fait, il y a deux méthodes qui vont être appelées, la méthode remove et release. Parce qu'en fait, remove container, en fait, ça permet en fait, de dire, OK, on supprime le container en mémoire parce qu'on n'en a plus besoin. Et en fait, ici, comme le container, il est crafté en userland, il est contrôlé par user, en fait, il va exécuter en fait des fonctions arbitraires. Bon, bien sûr, on ne peut pas exécuter des fonctions en userland parce qu'il y a ce map, mais par contre, on peut utiliser des fonctions en kernel qui vont être utilisées comme gadget pour faire un peu ce qu'on veut. Donc ici, ce qui est utilisé, c'est les fonctions XM, exchange, OP et cette fonction qui vont en gros permettre de swapper en fait le contenu de deux adresses mémoire. Donc ça va permettre d'avoir une écriture arbitraire en kernel de 8 octets. Voilà. Et donc en gros ça va être utilisé en fait, on va utiliser en fait le pipe attribute, la primitive pipe attributes en fait pour pouvoir leaker le pointeur eProcess du système process et écrire en fait ce token vers le token du process current pour avoir un shell exécutant système. Donc je ne vais pas détailler cette primitive parce que Synactive l'a déjà bien fait en fait dans leur paper qu'ils ont publié pour le STIC 2020. Donc je vous invite à le lire si vous voulez des détails. Donc le patch de Microsoft, qu'est-ce que c'est en fait? Ça permet juste d'avoir un check limité en fait sur signature offset pour être sûr que ça ne rentre pas en fait dans les ranges de container context ou d'un client contexte. Voilà. Donc est-ce que ça vous semble assez robuste ce patch-là? Spoiler, non en fait, parce qu'on verra que signature offset, ça va être encore un vecteur pour d'autres vulnérabilités qui sont utilisées ensuite. Donc quelques mois ensuite, après cette analyse, en fait, j'avais regardé en fait des vulnes qui avaient été exploitées avant et j'ai fait une règle Yara assez générique en fait pour les exploits CLFS et en fait, ça marche bien en fait parce que ça a matché tous les samples 2021, 2022 et même encore aujourd'hui tout ce qui est sorti en 2023. Donc c'est pas mal. Et du coup, on a catché une nouvelle 0D grâce à cette règle. Donc on va regarder comment marche ce nouveau code exploit. Donc là, il y a deux vulnérabilités qui sont exploitées. Donc encore un bug logique et un out of bound write, donc dans le driver CLFS. Et cette fois, ces bugs ils sont exploités en fait pour modifier le champ previous mode du thread de l'exploit. Donc pourquoi target previous mode? En gros, en fait, ce champ il est vérifié en fait en kernel et ça permet de savoir en fait si votre appel vient depuis l'userland ou depuis le kernel. Donc si par exemple vous regardez NT-read virtual memory ou NT-write virtual memory en kernel, en fait il y a ce champ qui est vérifié pour savoir si tu as le droit en fait d'écrire ou de lire de la mémoire en kernel, quoi. Donc si previous mode est égal à 1, donc si ça vient de l'user et que vous voulez lire de la mémoire en kernel, vous faites jeter. Donc là le but c'est de switch ce champ previous mode à 0.
Donc la première étape, en fait, encore créer un objet CCLFL container en userland. Donc cette fois, par contre, cet objet va être spray dans le heap. Et il va avoir en fait deux membres, deux champs. Une vtable craftée encore, donc ici à cette adresse-là. Et l'adresse du champ previous mode de l'objet de notre process, de l'exploit, -8. On verra pourquoi le -8 ensuite. Donc ça c'est spray dans la mémoire. Au final, la vue que vous avez, si vous dumpez la mémoire, voilà, vous avez l'adresse de l'objet en userland et l'adresse du previous mode -8. La deuxième étape, c'est d'allouer en fait des logs, des logs BLF en fait pour que jusqu'à en fait que les blocs en fait les chunks soient alignés en mémoire kernel. Donc pour ça en fait, comme ces chunks soient alignés dans le big pool, ils sont alloués dans le big pool, vous pouvez encore aujourd'hui, ça sera plus le cas en septembre, mais bon, vous pouvez utiliser NT Query System Information et avec cet argument-là en fait pour liquer les adresses, parce qu'on est en medium integrity. Et du coup, en fait, vous pouvez voir allouer jusqu'à que 3 blocs, par exemple, soient complètement alignés. Donc au final, on a 2 blocs. Donc un premier bloc ici avec 2 champs qui vont être set à des valeurs spécifiques. Donc signature offset, encore lui, à 0,50 et CB symbol zone. Donc ça permet de savoir la taille d'une zone qui va être allouée pour les symboles. Donc pour le pass, par exemple, du chemin vers le container. À l'offset, donc l'offset entre 2 blocs, plus une valeur 0x14b. Et le deuxième chunk, enfin le deuxième bloc, BLF, ça va être un BLF avec des valeurs par défaut et avec un container. Donc avec un container qui va être alloué en kernel, qui va pointer vers un objet classique avec la vtable classique. La deuxième étape, c'est d'ajouter un container au premier bloc, au premier log, mylog. Et en fait, quand on ajoute un container en mylog, en fait, il y a toutes ces fonctions en fait, qui sont exécutées en kernel, dont la fonction alloc symbol, en fait, qui va permettre d'allouer la place, l'espace nécessaire en fait pour le symbole. Et donc, si on regarde en fait comment ça marche, en fait, cette fonction-là, c'est juste un memset depuis l'adresse CLFS HSIM de cette structure, plus cette valeur qu'on contrôle du coup, vu qu'on peut la set dans le BLF. Et du coup, en fait, ça va nous permettre de pouvoir initialiser de la donnée à 0 arbitrairement. Par contre, il y a un problème, c'est qu'il y a un check en fait ici. Il y a un check qui dit que il faut que l'adresse de ce nouvel symbole, donc HSIM plus CB symbol zone, soit en dessous en fait du tableau de signature. Et en fait, à cause du patch précédent, en fait, vous ne pouvez pas mettre une grosse valeur sur le signature offset. Mais en fait, le patch, c'est un peu un fail parce que vous pouvez le contourner assez facilement. En fait, vous pouvez juste en fait, le faire pointer un tout petit peu au-dessus pour pouvoir, au moment du re-encodage, en fait, réécrire en fait, directement signature offset. Donc dans ce cas-là, en fait, c'est ce qui est utilisé. Et du coup, signature offset va avoir une valeur assez énorme pour pouvoir bypass le check. Donc voilà, le check est passé et la fonction memset est exécutée. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? On va pouvoir maintenant initialiser de la mémoire à 0 dans le prochain objet. Et à votre avis, qu'est-ce qui va être utilisé, qu'est-ce qui va être écrasé? La partie haute en fait du p-container. Et en gros, au tout début, c'est pour ça qu'il y a eu un heap spray en fait, c'est qu'au final, bon, ça a marché une fois sur deux, mais ce p-container en fait va pointer vers le container userland qu'on avait spray dans la mémoire au tout début. Donc voilà, là pareil, hein, pour trigger la fonction remove container, cette fois vous avez juste, vous pouvez juste faire un close handle et en fait, comme vous faites un close handle, le kernel va dire vous n'avez plus besoin en fait de ces ressources-là, donc on va supprimer, enfin on va désallouer la mémoire en kernel. Donc la fonction remove container est appelée et cette fois en fait, pareil que la première vulnérabilité, il y a deux fonctions en kernel qui sont appelées mais comme des gadgets en fait. Donc il y a une première fonction qui va permettre juste de set un registre à une valeur précise et une deuxième fonction en fait qui va permettre en fait de récupérer
l'adresse previous mode -8 et écrire 0 en fait à l'adresse previous mode -8 plus 8. Donc voilà, switch le previous mode à 0. Et donc voilà. Et le patch, cette fois, en fait, ce qui est fait, c'est qu'avant l'encodage de blocs, en fait, on vérifie si le tableau symbole est bien au-dessus du signature array, en fait, pour être sûr. Enfin, non, le contraire, l'inverse. Donc là, par exemple, le signature offset a été à 0x50, donc là, vous ferez jeter. Voilà. Donc maintenant, on va rapidement, on va voir qui utilise en fait ces exploits-là et pourquoi. Donc en fait, au final, on a une tonne de samples en fait en 2022 et on a essayé de les catégorifier et les catégoriser. Et du coup, en fait, on a vu qu'il y avait comment dire, il y avait deux développeurs ou deux groupes de développeurs différents en fait, parce qu'il y a beaucoup d'exploits en fait qui ont des artefacts communs, donc des chaînes ou la structure de code, etc. Donc le premier, ce qu'on avait appelé développeur 1, en fait, le BLF, il est crafté à la main, il n'y a pas d'appel à create log file, tout est fait à la main. Et en fait, il y a énormément de debug strings en fait, qui relèvent en fait les noms de méthodes et les noms de classes. Et le CRC32 qui est utilisé pour recalculer le checksum, en fait, il est built en fait au runtime. Donc, bon, à ce moment-là, on avait trouvé 21 samples, maintenant beaucoup plus. Et en fait, ces samples ont été trouvés dans pas mal d'intrusions, en fait. Et bon, malheureusement, ça a été utilisé par des attaques ransomware, par un groupe qui s'appelle ShadowLocker. Et il y a un truc qui est fun, c'est que dans tous les samples qu'on a trouvés, en fait, il y a certains samples, en fait, qui, au lieu d'exécuter juste un CMD, en fait, qui utilisait pour popper un shell, là, ça rajoutait en fait un utilisateur qui s'appelait random avec un password spécifique. Et si on regarde en fait dans ce qui s'est passé avant, en fait, si on regarde l'attaque contre Cisco, donc un paper de Beagle Security, on voit qu'en fait ils avaient utilisé un mot de passe qui était assez similaire, quoi. Enfin, là il y a juste étoile 1. Et un truc encore plus drôle aussi, c'est que à la fin de l'année, en 31 octobre 2022, en fait, je crois que vu que c'était un groupe russe ransomware, je crois qu'il y en a un qui était un peu vénère parce que voilà, pour ce qui se passe en ce moment, et du coup il a rage quit. Et il a en fait leaké les chats IRC entre le groupe. Et donc si on épluche en fait les chats qui ont été leakés, en fait, on voit ici qu'il y a un chemin point rare justement vers un exploit. Et en fait, si on regarde tous les PDB en fait des samples qu'on avait récupérés, on voit qu'il y a exactement le même nom de fichier et aussi une commande en fait qui est utilisée dans un payload qui est exactement de ce qui parle. Et en gros, là, j'ai pas mis tous les chats, mais en gros, ce groupe-là en fait ont acheté en fait des exploits sur des forums de black market, etc. Par justement deux développeurs différents qui se focus uniquement sur CLFS et vendent ça à des groupes de ransomware différents. Donc ces samples-là, quand ils sont déployés dans un système, ils ne sont pas déployés directement. En fait, ils sont tous englobés en gros dans une surcouche, un dropper. Les exploits sont codés, mais bon, juste avec un XOR ou des transformations arithmétiques dans la section ressources, data, etc. Le truc est marrant, c'est qu'il y a des énormes loops en fait avec des opérations coûteuses inutiles, sûrement pour faire timeout des émulateurs d'antivirus. Et donc si on focus maintenant sur les samples du développeur 2, la différence c'est que les fichiers BLFS sont créés en utilisant les fonctions d'API de CLFS. La lookup table de CRC32, elle est précalculée et storée dans la section data, sauvegardée dans la section data, et qu'elle les exploite target le champ previous mode de l'object isRead. Donc c'est quoi la situation aujourd'hui en 2023 ? En fait, depuis février 2023, on a déjà 4 CVE. Et bon, j'ai pas détaillé ici, mais assez récemment, en fait, signature offset était encore utilisé comme vecteur d'attaque en fait pour réécrire le pointeur vers tout au-dessus en fait qui pointe vers les blocs. Malheureusement, ça a été patché par Microsoft par un silent fix. Et voilà. Si on regarde en fait les samples trouvés chez des clients, en fait, on voit que maintenant ils packent
leurs samples, leurs exploits en fait avec TMIDA, sûrement pour que ce soit plus compliqué de les détecter. Et voilà, comme disait, pour conclure, comme disait Alex Ionescu, ça serait bien que Microsoft fasse du hardening là, sur le pointeur ces containers, parce qu'au final, en vrai, sur CLFS, si on trouve une vulnérabilité, au final, c'est assez facile de l'exploiter. Le plus dur, c'est de trouver la vulnérabilité, mais à la fin, c'est pas trop compliqué à exploiter à cause de ça. Voilà, merci de votre attention. S'il y a des questions. Merci pour la presse. Je me demandais en fait si la surface CLFS elle était atteignable depuis des environnements sandboxés tels que les sandbox navigateurs pour faire de l'escape sandbox, ou si c'est juste depuis Medium. C'est juste depuis Medium, malheureusement, j'avais regardé. On peut pas en l'eau. Merci. Attends, désolé. En fait, si on pourrait, je pense, si on crée un fichier à BLFF en fait dans le répertoire temp, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Enfin, ça à vérifier, mais. Et ça vaut le coup de regarder encore sa nature offset. C'est pas encore. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, merci beaucoup pour la présentation. Merci.